Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir encore nombreux à attendre cette émission. C'est vrai que vous avez été nombreux à pouvoir nous demander pourquoi vous ne produisez plus cette émission. Et voilà, nous sommes là avec une nouvelle édition. Cette édition elle est spéciale parce qu'elle est dédiée à la semaine belge de Kinshasa. Et pour le faire, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné des experts qui sont venus des horizons différents pour parler de la filière café et aussi de la filière cacao. Alors, il s'agit là de Madame Séraphine Toumba, experte environnementale et genre, orientation, gestion des connaissances. Bonjour Séraphine. Bonjour Alfred. Plus de 7 ans d'expérience, dont 5 ans dans la coopération, c'est ça? Oui. Pensez-vous qu'il y a encore quelque chose d'autre que je dois ajouter sur ta présentation? Non, ça va. Ça va comme ça. Assez. À ma droite, c'est Madame Karine Maoua. Elle est experte agronome. Bonjour Karine. Bonjour Alfred. Vous avez 5 ans d'expérience dans ce que vous faites. Vous êtes experte en cartographie. Quoi d'autre j'ai pas ajouté sur votre présentation? J'ai plus de 5 ans d'expérience et comme vous l'aviez bien dit, j'ai œuvre dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement dans la gouvernance forestière, dans la cartographie, mais aussi dans des appuis, l'accompagnement des communautés et aussi dans la mise en œuvre de MRV communautaires, mais aussi des paiements pour services environnementaux. Ah voilà, surtout les paiements pour services environnementaux, ça c'est ce qui m'intéresse le plus parce que nous avons besoin d'en apprendre plus auprès de toi. D'accord. Donc à mon extrême droite, il y a Madame Lys Van Mullen. Oui, Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Vous avez très bien prononcé. Ah voilà. Vous êtes directrice régionale des Trias en Afrique centrale. Oui, c'est ça. Et vous avez 14 ans d'expérience chez Trias. Oui, exact. Ah, c'est quoi Trias d'abord? Trias, c'est une ONG belge. Nous travaillons toujours pour le renforcement des organisations des entrepreneurs, très souvent des entrepreneurs agricoles, entrepreneurs et entrepreneuses dans tous les pays où nous accompagnons. Et nous avons une longue expérience en RDC. Notre dernier invité, c'est Monsieur Alain Huart. Bonjour Alain. Bonjour Alfred. Vous êtes expert indépendant spécialisé en agriculture durable, élevage et conservation de la nature. Affirmatif. Vous avez une très longue expérience aussi dans la publication des ouvrages en RDC et surtout, vous en avez publié déjà 15 pour accompagner les efforts du gouvernement congolais. Oui, des ouvrages didactiques qui essayent de donner une explication simple aux situations complexes de notre pays. Voilà. Alain Huart, c'est un habitué des invités du week-end. Vous les connaissez très bien. Je pense que ce n'est pas la première fois que je les reçois, mais au moins les dames, c'est la première fois que je reçois les dames sur mon plateau. Je suis honoré parce que les gens sont surreprésentés sur mon plateau. Discrimination positive. Ah voilà. C'est un plaisir de vous recevoir tous sur ce plateau pour parler de la filière cacao et aussi de la filière café. Alors ma première question va déjà auprès de Monsieur Alain Huart. Aujourd'hui, de plus en plus, la filière cacao fait parler d'elle. Pourquoi? Eh bien, si la semaine belge de Kinshasa a voulu consacrer son thème central environnement sur ce sujet, c'est parce que le café et le cacao, ce sont des succès, ce sont des histoires à succès qui se développent en RDC. D'une part, il y a une augmentation des producteurs, à l'est comme à l'ouest du pays, au centre. D'autre part, il y a une hausse des prix à la commercialisation. Il y a un encadrement croissant, il y a des qualités qui sont croissantes, il y a une certification qui permet de qualifier ce café de éthique, de respectueux de l'environnement. Il y a des commerçants mondiaux qui s'intéressent de plus en plus à ce café, et ce café ou ce cacao ne sort pas brut, il est transformé, il est emballé, il est torréfié, et il est commercialisé par des opérateurs économiques congolais, également belgo-congolais. Donc, également, c'est aussi un enjeu dans notre pays, parce que la sédentarisation de ces cultures, quand vous cultivez du café et du cacao, vous allez garder votre champ pendant une quarantaine d'années. Et bien donc ça veut dire que vous n'allez plus brûler un coin de forêt, vous restez dans votre ferme, vous générez des revenus dans votre ferme, et quelque part vous avez une action de préservation de la forêt et de la nature dans son ensemble. Et enfin, les plantations de café et de cacao, ce sont des plantations arborées où on a plus de 50 ou 100 tiges de grands arbres dans la plantation. Donc elles sont véritablement respectueuses de l'environnement. Super. Alors, Madame Lys, vous travaillez avec les communautés à la base, vous encadrez les agriculteurs. Comment vous évaluez d'abord l'appropriation de cette culture par les différentes communautés que vous accompagnez? Oui, en fait, on trouve que c'est très intéressant de travailler sur le cacao avec les communautés pour de multiples raisons.
c'est une culture à la fois qui permet de préserver l'environnement, mais qui est aussi générateur des revenus. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de producteurs et productrices sont très engagés dans cette culture. On sait que souvent aussi, elle a été un peu accusée d'être moteur de déforestation, mais comme Alain l'a très bien dit, nous voyons qu'elle est souvent aussi un moteur de la lutte contre la déforestation. Et c'est vraiment le cas en RDC. Et on a tout cet engagement aussi des producteurs et productrices d'œuvrer dans ce sens. On voit que quand on travaille sur le cacao, non seulement elle produit plus des moyens et des revenus que pas mal d'autres cultures, elle permet d'être beaucoup plus sédentaire. Ça veut dire moins de travail, moins de pression sur l'environnement, mais à la fois aussi, on peut, dans le même champ ou plantation de cacao, on associe toujours avec d'autres cultures. Justement parce qu'on a toujours besoin de l'ombrage, donc on travaille avec les arbres d'ombrage qu'on cherche aussi à valoriser économiquement. On travaille par exemple sur l'association avec le miel, avec d'autres cultures, quand les plantations sont encore toutes jeunes. On travaille sur l'association avec les bananes, avec le piment, avec les ananas, etc. Quand les plantations ont grandi, on travaille beaucoup plus sur les produits forestiers non ligneux en association avec le cacao. Donc ça permet de vraiment créer un système. C'est pratiquement de l'agroforesterie. Oui, effectivement. Oui, parce qu'on associe beaucoup avec d'autres arbres de limba, mais on commence maintenant aussi l'association avec des arbres fruitiers, qui est nouveau en RDC. Souvent, on avait peur dans les champs de cacaoyers d'associer avec les arbres fruitiers, mais dans d'autres pays, ça s'est fait. Petit à petit, on est en train de tester ces approches aussi. Ça permet de diversifier dans le champ, mais il y a un vrai modèle économique derrière. Super. Alors, Séraphine, toi, tu es avec les communautés, mais toutefois, je sais aussi que la culture des cacao, ce n'est pas une culture nouvelle dans notre pays. C'est une culture qui a existé, mais à un moment donné, elle était totalement abandonnée. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé les communautés à pouvoir se relancer dans cette filière? Merci Alfred. Oui, il y a déjà le fait que les plantations ont été abandonnées. Nous, dans notre approche, c'est que nous avons commencé par travailler avec les communautés sur ces plantations abandonnées pour mieux les valoriser, les réhabiliter, les régénérer. Déjà, ça permet de préserver un peu les autres espaces qui ne vont pas être coupés pour de nouvelles plantations de cacao. Et donc, ça permet à ce que les communautés s'organisent pour commercialiser ce cacao. Et c'est plutôt le revenu ou le gain qu'il y a derrière qui a encouragé plus les communautés à avancer dans cette culture parce que bon, la valeur marchande du cacao est quand même beaucoup plus élevée que les autres cultures au niveau de nos zones d'intervention. Mais quand vous dites que la valeur marchande est beaucoup plus élevée, vous faites allusion à quoi concrètement? Je fais allusion au revenu ménager. Ça veut dire qu'un cacaoculteur est différent d'un autre producteur qui fait autre culture telle que le manioc par exemple. Mais là, vous ne découragez pas ceux qui font les maniocs, d'autant plus qu'il y a de l'argent dans les cacao, alors il faut tous migrer vers les cacao. Non, à chacun sa filière, à chacun sa profession. Il y a les cacaoculteurs et les cacaocultrices qui sont là depuis longtemps, qui sont habitués à cette culture, qui ne savent faire que ça. Alors Karine Maoua, Oui. d'autant plus que les gens parlaient par les passés, dénonçaient justement la déforestation liée à la plantation ou bien à l'installation des plantations de cacaoyers. Aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que les gens commencent à adopter cette culture. Pourquoi ces revirements? Ces revirements, c'est fait actuellement suite à la forte demande mondiale en termes de ces cultures-là, culture des bases. Pas seulement cacao, pas seulement café, mais aussi il y a l'huile des palmes et palmiers. Et donc, si les producteurs ne mettent pas une stratégie pour faire face à cette demande, mais que cette production soit faite de manière responsable, en respectant l'environnement et en respectant aussi le droit des communautés et peuples autochtones qui vivent dans la forêt et autour de la forêt, cela pourrait avoir des conséquences terribles. Mais actuellement, on a des initiatives qui ont été créées sur base de cette problématique, de manière à ce qu'ils prônent la réduction de la déforestation, voire même la suppression de cette déforestation. Nous avons des initiatives comme REDD+, nous avons aussi des initiatives comme TFA 2020, Tropical Forest Alliance,
Et ce sont des initiatives qui mettent en place des stratégies de manière à réduire de l'impact sur la forêt, mais tout en valorisant la production de façon durable des cacao, de palmiers et des cafés. Alain Huart, vous venez de faire un long périple dans le Béni Virunga, dans le Mambasa, dans la réserve de Fona Okapi, pour essayer un peu de voir comment se comporte cette filière. Alors je voudrais savoir, quelle évaluation vous faites aujourd'hui du dynamisme qui s'est créé autour de ces deux filières? Eh bien, effectivement, depuis 3 ans, j'ai fait plusieurs missions à Goma, à Béni, Butembo, mais également à Mambasa, près de la réserve de Fona Okapi, jusque Bukavu. Et donc le constat, c'est qu'il y a une vraie dynamique. Les productions sont croissantes. Vous avez des coopératives qui doublent leur production en 2 ans. Les qualités sont croissantes. Les prix des cafés cacao sont plus attractifs. Aujourd'hui, on offre le café à Mambasa, donc à un coin reculé du pays, à 2,15 $ le kilo. Et vous avez des nombres de planteurs qui sont en pleine explosion. Autour de la réserve de Fona Okapi, dans la zone Béni-Mambasa, c'est vraiment tout contre la réserve de Fona Okapi. Il y a 100 000 planteurs qui sont installés là depuis ces 15 dernières années. Et ils génèrent des revenus qui, selon l'ONC, dépassent 100 millions de dollars qui reviennent dans le milieu. Et il y a encore une quantité équivalente qui est exportée via l'Ouganda sans être forcément déclarée. Ça veut dire qu'il y a une production. Aujourd'hui, on peut qualifier la RDC de 10e pays mondial en termes de cacao. Et quand vous regardez sur le café littoral, dans la région de bordure du lac Kivu, vous avez des cafés de spécialité qui commencent à être renommés dans le monde entier. Et les prix des cafés vont dépasser maintenant 4-5 $ le kilo pour le producteur. Donc vous avez une dynamique forte en nombre de producteurs, en qualité, en sédentarisation, en prix également. Et nous avons l'ONG Ricolto, qui est une autre ONG belge très active à l'est du Congo et qui sera présente lors de la semaine belge de Kinshasa, qui fait cet encadrement depuis 15 ans et qui démontre des impacts extrêmement importants, au point même que les producteurs de cacao, café, évoluent vers un revenu minimum garanti. C'est-à-dire qu'ils parviennent à générer suffisamment d'argent pour tendre vers non plus la misère, mais des revenus qui sont significatifs. Moi-même, j'ai été dans une réunion, par exemple, à Ekoué, qui se trouve à la frontière est du parc de la RFO, réserve de Fona Okapi, et j'avais autour de moi une vingtaine de producteurs de cacao et de vivriers, majorité de femmes, et ces gens avaient 5 à 6 hectares au total, 3 hectares de vivriers, 3 hectares de cacao. Alors on parle de revenus de 600, 800 $ par mois. Donc on n'est plus dans une survie misérable par mois. Wow. Donc vous voyez, on est dans un autre environnement et les gens discutent, ils sont forts, mentalement, ils savent qu'ils sont en train de réussir, ils évacuent leur cacao, on vient le racheter à la maison. S'ils ont besoin de 1 000 $ la semaine prochaine, ils planifient cela. Et ils deviennent exigeants en disant nous aimerions être encadrés, nous aimerions que les coopératives soient plus actives, nous aimerions que l'État rende des services, nous aimerions renouveler notre verger cacaoyer ou caféier, nous aimerions avoir des arbres plus performants pour avoir une dynamique meilleure. Et donc les gens sont très conscients de ce qu'ils font. Et ils sont à côté d'une aire protégée, au point que le gestionnaire de l'aire protégée, qui est ICCN, avec World Conservation Society, s'intéresse de près à la culture de cacao, et qu'il y a même eu un projet Pirette qui a aidé à implanter des cacaoculteurs sédentarisés dans des normes tout à fait bien définies. Alors, comment vous travaillez avec les communautés? Parce qu'ils doivent être organisés en coopération. À ce niveau-là, comment vous intervenez? Quel est votre rôle? Oui, donc notre rôle par rapport à ça, c'est que les réalités que Alain décrit à l'est du pays sont assez différentes que ceux de l'ouest. À l'est, il y a des autres problèmes, mais il y a aussi toute une dynamique économique qui est un peu différente qu'à l'ouest. À l'ouest, nous avons trouvé pas mal de plantations de cacao qui étaient plus ou moins abandonnées parce qu'il n'y avait plus d'acheteurs. Et donc on a trouvé ça quand même dommage parce qu'on voyait plein de potentiel dans cette filière. Et on a essayé de voir s'il n'y avait pas de dynamique à la base des producteurs et productrices qui voulaient s'organiser eux-mêmes. Et on a trouvé cette dynamique très très forte dans le Congo central. Et c'est ainsi qu'on a commencé à travailler avec les producteurs et productrices, parce que très souvent ce sont des hommes, mais de plus en plus on travaille aussi pour avoir beaucoup plus de femmes productrices de cacao. Et ils ont commencé à mettre en place leur coopérative. Et tout notre travail, c'est vraiment de travailler sur
tous les aspects de la coopérative, les services aux membres par rapport à la production, une meilleure transformation, une meilleure commercialisation, la recherche de marché, aussi les méthodes respectueuses de l'environnement. Parce qu'on met pas mal en place sur le compostage, sur la protection des arbres, sur la protection des forêts primaires, etc., etc., l'association des cultures. Il y a tous ces aspects. Après, il y a aussi tout ce qui est lié à la gouvernance, à la gestion de la coopérative. Donc ça va de leadership, de l'inclusion des femmes et des jeunes, l'installation des jeunes, comment est-ce qu'on prépare une bonne assemblée générale, comment est-ce qu'on fait une bonne rétribution, comment est-ce qu'on fait la transparence et la communication dans toute la coopérative. Pour l'instant, beaucoup de questions sur la géolocalisation de toutes les plantations. Les 4 coopératives des cacaoculteurs et cacaocultrices à l'ouest de la RDC qu'on accompagne ont à 95% près géolocalisé tous les champs des membres. Ça va nous permettre de suivre à ce qu'il n'y aura plus de déforestation. Et maintenant, on est aussi fortement engagé dans tout ce qui est certification, revenu vital aussi, comme Alain a fait allusion. Pour une coopérative, on est vraiment avancé sur la certification Fairtrade. Pour des autres avec Rainforest Alliance. Donc c'est très intégré, un accompagnement très général mais dégressif. Par exemple, une coopérative avec laquelle on a commencé depuis plus longtemps que les autres, notre soutien est moins présent que pour les autres et on va vers une dégression. Et toutes les coopératives construisent aussi leurs fonds propres. Ils ont de l'argent pour faire les opérations. Parfois, on ajoute avec des crédits ou avec des fonds de roulement. Mais tous sont en train d'aller vers une durabilité en tant qu'organisation, mais aussi financière, aussi environnementale, etc. Super. Ouais, c'est très intéressant comme initiative. Alors, Séraphine, combien de ménages ou combien de cacaoculteurs vous encadrez dans votre zone d'intervention? Je ne dirais pas les chiffres exacts, mais on a environ autour de 1200, 1400 producteurs et productrices agricoles, surtout sur la filière cacao qu'on accompagne au Congo central, au Mai-Ndombe et aussi à l'Équateur. Comment ça se fait, l'évacuation? Comment s'est organisée toute cette filière commerciale autour de cela? Alors, c'est différent d'une zone à une autre. Je parlerai par exemple du Congo central où quand ils font l'exportation, ils sont à proximité du port de Matadi. Et donc pour eux, c'est plus facile. Ce qui s'est fait en premier, c'est d'abord le regroupement du produit. Ça veut dire que la coopérative qui se trouve au Congo central, la COCAMA, achète les produits auprès de ses membres et fait tout le travail de fermentation et des traitements au niveau d'un séchoir commun. Et en ce moment-là, ils font maintenant le transport de Ngandantsudi, où ils se trouvent, c'est loin quand même, vers Matadi pour l'exportation. Et donc la coopérative elle-même connaît toute la procédure et à la licence et tous les documents nécessaires pour faire l'exportation du cacao. Et donc ce qu'elle fait aussi, c'est la recherche de marché. Donc la COCAMA est bien orientée sur le marché et à ses clients qu'il a déjà assez fidélisés. Donc ils commercialisent auprès de ces clients, ils font des contrats avec eux. Alors les kilos, c'est aujourd'hui environ 1000 francs congolais. Ça, c'est pour la fève humide, les cacao non transformés. Et donc la coopérative fait tout le travail de transformation et commercialise soit localement, soit à l'export. Et quand ils ont fait de bénéfices à la fin de l'année, ils font ce qu'on appelle la rétribution aux membres. Ça veut dire qu'au prorata du nombre de kilos que la personne a vendu à la coopérative, on lui fait une rétribution sur les bénéfices qu'on a fait sur le cacao. C'est combien de pourcentage à peu près de rétribution? Tout dépend. C'est jamais la même chose, ça dépend du marché, ça dépend du contrat qu'on a signé, ça dépend de combien on a vendu le cacao. Il y a même un contrat qu'on signe avant d'être membre de la coopérative? Non, on signe avec les acheteurs du cacao. Okay. Avec le nombre des coopératives, on adhère à la coopérative moyennant le paiement de la part sociale. Ah, super. Alors, Karine, oui. Est-ce que dans ce qui s'est fait en termes de promotion de cette filière cacao-café, y a-t-il possibilité de penser au paiement des services environnementaux? Bien sûr, parce qu'on l'implémente même actuellement dans les PIRED. Ce sont des incitations de paiement qu'on donne aux communautés, ça peut être individuel ou communautaire, pour les services rendus. Par exemple, lorsqu'ils valorisent ces savanes,
au lieu d'aller mettre, par exemple, les plantations je vais mettre beaucoup plus l'accent sur le palmier à huile, au lieu d'aller mettre les plantations Tu aimes beaucoup l'huile là. Oui, on en dépend, hein. Culturellement, hein. Oui, d'après les usages. Donc, au lieu de le mettre ces plantations dans la forêt, ils valorisent ces savanes. Donc, pour les efforts fournis dans la valorisation de ces savanes, on peut le récompenser parce qu'ils ont préservé ces forêts-là. Et ces paiements se font en fonction de contrats signés entre soit la communauté ou soit l'individu et puis les personnes qui amènent les incitations auprès de ces communautés-là pour les services rendus auprès de l'humanité. Donc, ces paiements sont basés sur les consentements, les clips. Ouais. Donc ça doit être vraiment consenti par le communauté et c'est sur base des contrats parce que les paiements se font souvent selon les résultats. Donc si vous avez par exemple protégé telle quantité de forêts, vous serez récompensé en fonction des efforts fournis dans la préservation de ces forêts. L'argent qu'ils vont recevoir vont permettre à ce que leur plan soit réalisé. Par exemple, s'ils avaient un problème lié à l'eau, ils vont aménager leur point d'eau et c'est bénéfique. Et ça contribue même dans la réalisation de certains accords que le pays signe, par exemple les ODD. Oui, vous préservez la forêt, vous répondez déjà à l'ODD 13 et vous améliorez votre point d'eau. Ça veut dire que l'eau est assainie, donc vous touchez aussi à un ODD. Donc. Alain Huart, selon une étude, 2 à 3 hectares de cacaoyer peuvent produire jusqu'à $2 000 l'année. Vous confirmez cela? Oui, affirmatif. Donc aujourd'hui, les rendements de cacao en fèves sèches sont de l'ordre de 500 à 800 kg par hectare. Exceptionnellement, ça peut monter à 1 tonne. On est dans des prix, comme vous avez vu à l'Est, de référence autour de $2. Ça veut dire que quelqu'un qui a un champ qui produit 750 kg aura, sur 2 hectares, aura un revenu de $1 500. Alors évidemment, il doit nourrir sa famille, c'est pour ça qu'il doit avoir une surface pratiquement équivalente en culture vivrière. De cette manière-là, il cultive pour assurer les revenus, la nourriture de sa famille, et en même temps, il a le cacao qui lui sert de culture cash, qui lui permet de couvrir, d'améliorer sa maison, de couvrir la scolarité des enfants, les soins médicaux, etc. La question qui me passe par-dessus la tête, c'est la question des terres. Je sais que les communautés, il y a certaines communautés qui ont besoin de cultiver mais qui n'ont pas de terres. À ce niveau-là, est-ce que vous intervenez pour aider ces communautés qui ont besoin de terres à les avoir et pouvoir travailler? D'autant plus que les cultures qui sont favorisées ou bien que vous appuyez sont des cultures pérennes qui prennent jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans même. Est-ce que cette question, comment vous l'abordez et comment vous proposez des solutions? Oui, on l'aborde beaucoup, mais c'est une question qui est très différente dépendant de son contexte. Donc je pense qu'à l'est de la RDC, la question doit être traitée très différemment qu'à l'ouest. Ici, dans les zones où nous travaillons, légèrement différent pour la Kokama que pour le Maïndombe. Au Maïndombe, on voit que la terre est plutôt disponible, mais il se pose d'autres problèmes liés à l'accès à la terre. Par exemple, culturellement, on avait du mal à accepter à ce que des femmes cultivent la terre sur une longue durée et donc utilisent la terre pour des cultures pérennes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mené des longs échanges avec la communauté, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes sages, des autorités du gouvernement, mais aussi les chefs de terre, les chefs coutumiers, etc. Tout le monde engagé pour démontrer qu'on n'est pas là contre les hommes. On est là dans la complémentarité, mais on pense que c'est intéressant d'accepter aussi de donner cette terre pour les femmes. Et je crois qu'on a bien réussi par rapport à cela. Ça, c'est sur le côté traditionnel. Après, il y a aussi tout l'aspect de comment avoir accès à la terre d'une manière formelle. On sait que dans beaucoup de communautés en RDC, les personnes n'ont pas formellement des documents sur leur terre. Et même si on pense qu'il n'y a pas une grande menace demain ou après-demain, on ne le sait jamais, il peut y avoir toujours des problèmes. On a beaucoup travaillé sur comment leur faciliter d'avoir des documents.
c'est pas si facile en RDC. On est dans toute une réforme foncière aussi. Et donc, par exemple, pour une communauté, on a vraiment songé à comment faire et peut-être mettre en place des concessions de CFCL, parce qu'on pense que ça peut être une solution d'un côté de protéger les forêts primaires, d'accepter aussi à ceux que dans certaines zones très bien décrites, il y a des activités économiques possibles, et à la fois aussi protéger la terre pour les communautés. Ce n'est pas dans toutes les zones possibles, hein, parce que parfois quand on est trop proche des aires protégées et tout ça, il faut faire attention. On est toujours dans la réflexion, mais on travaille aussi très clairement dans une CFCL sur le cacao, et là la terre elle est déjà protégée. Donc il faut la gérer cas par cas, et les méthodes sont différentes dans chaque zone. Alain Huart, justement, je repose la même question à toi aussi. Est-ce que la question des terres se pose partout où cette filière est en vogue, surtout dans la partie de la RDC? Je voudrais, pour répondre à votre question, reprendre ce concept des concessions forestières des communautés locales. Pourquoi? Parce que l'État a développé une stratégie pertinente, bien faite, avec les communautés, et a élaboré une phase pilote sur 4 millions d'hectares où les communautés ont droit de solliciter les forêts et de recevoir par l'arrêté d'un gouverneur leurs forêts avec un titre qui les garantit que quelqu'un d'extérieur ne va pas venir chez eux pour les exproprier. Donc dans ce contexte-là, comme l'a dit Lise, on peut développer dans les espaces non forestiers, autour des villages, dans les jachères, des cultures de cacao, de café, de palmiers, en toute sécurité. Et finalement, c'est le titre global de la forêt communautaire qui couvre cette activité. Et on a un bénéfice supplémentaire, c'est que la communauté est sensibilisée à préserver sa forêt primaire. Et elle se trouve maintenant en responsabilité. Donc quand vous posiez la question de savoir que fait l'État, moi j'ai tendance à dire l'État a mis en place des actions facilitatrices. Donc la foresterie communautaire est une action fondamentale parce qu'elle permet aux communautés d'avoir le titre global de la possession de sa forêt reconnue par l'État. Et ça c'est extrêmement important. La réforme foncière est en route. L'aménagement du territoire, c'est aussi une réforme sur laquelle l'État travaille. Et donc il y a des avancées, vous voyez. Et donc c'est tout dans ce cadre-là habilitant, de facilitation, que les actions de l'État sont les plus pertinentes. Moi personnellement, j'ai beaucoup de confiance sur la foresterie communautaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est développé déjà depuis 5-6 ans. Karine et tout le monde peut donner plus d'avis autour de cette table. Mais on parle de 4 millions d'hectares et c'est extrêmement important que les communautés qui gèrent et ont la responsabilité de préserver leur forêt voient leurs revenus augmenter. Et comment est-ce qu'ils peuvent avoir le revenu augmenté? Peut-être des produits forestiers non ligneux, mais généralement nous constatons que ce sont les produits agricoles qui le permettent, et mieux encore, les produits agricoles des cultures pérennes comme le café, le cacao, le palmier. Et si ces communautés voient le revenu multiplié par 2, par 3 sur un laps de temps de 4, 5, 6 ans, eh bien elles vont comprendre que finalement préserver les forêts par ce canal de la foresterie communautaire et par ce titre octroyé par le gouverneur leur permet aussi de développer de manière sécurisée des espaces de culture avec un encadrement, pourquoi pas, d'un projet PIRED et autres, où ils reçoivent certains moyens pour implanter leurs champs dans les zones savanicoles. Et finalement, c'est tout le monde qui est bénéficiaire. Okay. Lise, c'est peut-être l'avant-dernière question pour toi. Est-ce que vous avez aussi des communautés qui ont déjà leur forêt communautaire active et que vous accompagnez? Vous l'avez quand même? Oui, donc on travaille dans le CFCL de Nkake. Okay. Et ils ont tous leurs documents et là on travaille effectivement sur maintenant comment activer et comment commencer les activités économiques dans le CFCL. Et on travaille pas mal sur le cacao dans ce CFCL, mais aussi sur les bananes plantains, sur le miel, sur l'apiculture, sur le piment et sur l'association de différentes cultures. Et on voit que l'enthousiasme de la population est très très forte parce que vu qu'ils ont longtemps parlé, réfléchi, faire la cartographie, passé toutes les étapes de cette foresterie communautaire, mais maintenant ils voient qu'effectivement ils peuvent commencer à faire des activités économiques dans leurs concessions et ça les a beaucoup motivés. Ce qu'on a même vu, on a travaillé sur l'apiculture sur ruche dans la CFCL de Nkake, mais il y a des CFCL entourantes qui ont tellement aimé l'action qu'ils sont venus apprendre et qui ont déjà aussi fait leur ruche chez eux. Donc super. Oui, ça c'est très motivant. Ah super, ça c'est très bien. Alors Alain Huart, je voudrais quand même une petite question de savoir comment se comporte le marché du cacao en RDC d'abord. Donc je vais même restreindre à Kinshasa.
Oui, je pourrais dire que déjà le cacao est transformé en chocolat à l'Est. Également à Mambasa, il y a une coopérative locale qui fait de la poudre de cacao pour diluer dans le lait ou l'eau le matin. Le café, il est torréfié, emballé. Dans tous les supermarchés aujourd'hui, vous pouvez trouver du café congolais. Donc on est déjà dans une dynamique forte. Et lors de la semaine belge, nous allons inviter une série de producteurs congolais et ils vont nous faire déguster, ils vont nous montrer leurs produits, ils vont en parler, ils vont raconter leur histoire et ils vont nous faire déguster leurs produits. Il y a déjà un foisonnement, on ne sait même pas citer tous les noms, tellement il y a des producteurs congolais de café, de cacao et qui évoluent vers des emballages finis, vers des très beaux produits, vers des valeurs ajoutées qui sont vraiment significatives. Comparé aux autres produits qui viennent d'ailleurs, on peut penser que les produits congolais sont de meilleure qualité? Ah oui, les produits congolais sont reconnus parce qu'il faut une labellisation, il faut un accompagnement dans la labellisation. C'était cité par Lise tout à l'heure. Mais donc ça veut dire que si les labels environnement sont présents et Fairtrade, eh bien, par exemple, le café et le cacao congolais sont très bien cotés partout dans le monde. Ils sont appréciés à leur juste niveau parce qu'ils savent qu'en RDC, et la documentation des enquêtes qui se font pour certifier démontrent qu'on n'utilise pas des engrais et des pesticides pour ces cultures, qu'elles sont donc bio et que donc la qualité est supérieure et ça mérite un prix plus élevé. La réputation de notre pays est bonne en cette matière au plan international. Et quand vous dites les prix est assez élevé, sur le plan mondial, c'est quoi les prix d'un kilo de cacao aujourd'hui? Bon, le cacao est autour de 3 dollars le kilo sur le marché mondial, avant transformation en chocolaterie bien sûr. Et le prix d'achat, comme je vous l'ai dit, à Mambasa se trouve au niveau d'à peu près de 2, donc Kivu à l'Est, Béni, etc., se trouve à 2. Parce que leur logistique de transport, ça veut dire le reste du prix, c'est quoi? C'est sortir le cacao par camion jusqu'au port et l'amener au port en chargement sur le bateau. Et puis vous avez le transport maritime pour l'amener au marché final. Ouais. Donc si vous êtes à l'ouest, on a cité le cas de Kokama, qui n'est pas trop loin de Boma et de Matadi, eux aussi doivent couvrir les frais d'évacuation, d'exportation, et puis le reste du revenu vient aux producteurs. Mais si vous êtes en Équateur ou si vous êtes plus profondément dans le Congo, vos frais vont augmenter. Il y a aussi une vérité, c'est qu'au plus vous avez de producteurs, au plus vous avez d'acheteurs et au plus vous avez une compétition. À Mambasa, vous avez 5, 6, 7 sociétés qui sont présentes pour acheter le cacao. Alors il y a une compétition et ça garantit le meilleur prix pour le producteur. Exactement. Alors, parlons un peu de la semaine belge. Il fallait quand même que je précise que vous êtes le fondateur de la semaine belge de Kinshasa, c'est ça? Oui, je suis fondateur. Nous sommes un nombre restreint de personnes et nous sommes à notre 4e édition. Nous sommes assez fiers de cet événement parce que c'est un partage de savoir-faire belgo-congolais. Nous avons des Congolais de Belgique qui viennent ici, nous avons des Belges installés au Congo de longue date, nous avons des Congolais qui développent leur business ici. Et donc nous allons avoir un échantillon d'opérateurs économiques du domaine café et cacao. Nous également l'ONG Ricolto qui travaille à l'Est va faire le déplacement. Donc Léopold Mumbere va venir nous rejoindre pour la semaine belge. Donc nous avons une exposition café qui sera organisée à l'espace Sexa Bilembo. Nous avons un ensemble d'événements autour de la semaine belge. Également les caféiculteurs vont organiser un plateau TV. Nous vous tiendrons informés avec la FEC et avec des producteurs locaux comme la Quinoise. Donc nous avons un faisceau d'activités sur le café et cacao avec l'émission que nous enregistrons avec vous aujourd'hui qui va nous permettre de faire connaître à un plus large public. Je voudrais également ajouter que quand j'étais dans la région de Mambasa, autour de la réserve de faune Okapi, j'ai fait une animation avec les radios rurales communautaires et j'ai constaté que les journalistes dans ces radios étaient parfaitement conscients de ces problématiques de sécurité, de miniers, mais aussi de cacao, de préservation des réserves, etc. Et donc j'ai déjà promis à ces radios locales communautaires que l'émission que se prépare aujourd'hui leur serait transférée de manière à ce qu'eux puissent aussi organiser leur propre émission sur base de ce qui aura été fait ici. Super. Alors, cette édition de la semaine belge de Kinshasa se tiendra à Silikine Village. Pourquoi? Silikine Village, c'est un lieu un peu nouveau que les gens ne connaissent pas. C'est un lieu symbolique, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu technologique où on essaie de mettre en place des nouvelles technologies. C'est un lieu d'encadrement de jeunes entrepreneurs pour les faire grandir. C'est un lieu de faire connaissance aussi. Il y a des hackathons qui sont organisés là-bas, de toutes sortes de réunions pour mettre en connexion les acteurs. Parce que vous voyez, dans notre pays, c'est aussi, les bonnes histoires ne se racontent pas assez.
Donc il faut aussi des outils médiatiques, il faut aussi des jeunes qui permettent de raconter les histoires d'une autre manière. Et donc le fait de faire ces 3 journées de la semaine belge, le 5, le 6 et le 7 octobre à Silicon Village, c'est également un signal fort pour montrer le dynamisme de notre pays. Alors Karine, ma dernière question vers toi, c'est bien celle de savoir, selon les engagements de la RDC à Glasgow, la CAFI appuie les fonds nationaux RED avec des actions et des financements en faveur de la préservation des forêts, dont les cultures pérennes. Comment la RDC peut rentabiliser ou saisir cette opportunité pour préserver ces forêts? Est-ce que vous avez une idée? Dans les cas pour la préservation de forêts, je mettrais beaucoup plus l'accent sur le processus RED auquel le pays s'est engagé. Mais les gens pensent que le processus RED a échoué. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue que moi. C'est en fonction de quoi ils ont conclu. Parce que les objectifs de ces processus n'ont pas été atteints. On a consommé plus ou moins 10 ans, mais finalement, on se rend compte que la déforestation va de manière galopante. Mais il y a quand même des avancées. Il y a quand même qu'il faut capitaliser quand même. Qu'il faut capitaliser. Et des leçons apprises qu'il faut aussi capitaliser. Et des histoires inspirantes, comme l'a dit Alain, qu'on ne partage pas souvent. Donc, de manière, je ne saurais pas conclure de cette façon, mais je me dis qu'on sent quand même la volonté du pays, dans des pays qui est engagé dans la réduction de la déforestation et de la dégradation de ces forêts. On a l'implémentation des différents PIRED à travers les pays et il y a la mise en œuvre des paiements pour services environnementaux pour favoriser, surtout au niveau communautaire, ces communautés-là qui préservent ces forêts à travers les activités de culture pérenne par exemple. Donc pour moi, ce qui est important maintenant, c'est de voir de quelle manière les approches peuvent être uniformisées ou harmonisées en se servant des leçons apprises, mais aussi en valorisant les connaissances des différents partenaires techniques qui ont déjà essayé de mettre en place, en associant les communautés dans la valorisation des cultures pérennes, mais aussi dans la protection de ces forêts-là. Pourquoi ne pas développer des guides plus pratiques qui permettent à ce qui démontrent de façon vraiment pratique, mais de langue, notre langue, nos langues nationales, nos langues locales, qui démontrent de quelle manière est-ce que ces communautés peuvent valoriser ces cultures pérennes tout en protégeant les forêts, mais aussi en développant leur milieu. Parce que ce qu'on vise, c'est le bien-être de communautés. C'est ce qu'on vise. Si les communautés se retrouvent, sont développées, les forêts ne seront pas touchées. Mais cela doit se faire, donc la protection de ces forêts doit se faire de manière à ce que et les sociales, et l'environnement, et l'économie soient en harmonie. Donc c'est ce que je pourrais dire en ce sens-là. Merci. Séraphine, alors ma dernière question à toi, comment tu évalues les aspects socio-économiques des communautés que vous accompagnez? Est-ce que avant les cultures pérennes que vous accompagnez est-il égal à l'après ou bien il y a un changement? Je dirais plutôt qu'il y a un changement assez important pour les communautés que nous accompagnons. Ce qui est vrai à signaler, c'est que nous accompagnons les communautés dans les zones très très enclavées, où ils ont difficile d'accès aux infrastructures et aux autres aspects, au marché aussi bien sûr, mais ils développent quand même une certaine résilience à leur niveau pour mieux s'organiser, pour mieux conduire leurs produits jusqu'au marché et pour mieux les commercialiser. Et en retour, ils ont des revenus qui permettent d'améliorer au niveau de ménage. Lise a dit tout à l'heure qu'on était en train de travailler déjà sur le revenu vital. Ça veut dire que c'est un revenu qui permet au producteur d'assurer ses besoins vitaux à son niveau et pouvoir vivre décemment de sa profession. Et donc, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui se développent, par exemple, pour les peuples
autochtones. Beaucoup sont fiers de pouvoir construire des maisons en tôle maintenant grâce à la culture du cacao. Pour les femmes, les veuves, tout ça, elles sont fiers de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école grâce aux revenus du cacao. Et donc, c'est vrai, les enfants hier n'allaient pas à l'école, aujourd'hui ils partent à l'école. On peut dire que c'est un changement, n'est-ce pas? Même si c'est encore modeste, mais ça représente déjà quelque chose d'important parce qu'on a quand même une société qui est vraiment dans une dynamique de développement bien croissante. Au regard de tout ce que vous avez atteint comme résultat, ça vous rassure de continuer cet accompagnement? Oui, on a vraiment le grand sentiment qu'à l'instant on ne peut pas abandonner parce qu'on voit du concret et des résultats et ça nous est aussi communiqué, comme Séraphine l'a dit, par les communautés. Dans les enquêtes qu'on fait, ils ont vraiment exprimé que ça a fait un grand changement. D'ailleurs, quand on a vu revenir aussi les autres commerçants de cacao dans les zones. Et dans un premier temps, peut-être c'était un peu difficile pour les coopératives parce que c'est de la concurrence, mais on a compris que c'est super important et dans l'intérêt des producteurs et des productrices parce que ça fait augmenter le prix. Et donc on voit que c'est très important de continuer, mais bien sûr continuer dans un sens où on essaye d'aller vers la durabilité et que notre appui devienne de moins en moins important pour les coopératives. Alors, quel est votre message que vous adresserez à tous ceux qui vont sur cette émission en rapport avec la semaine belge? Vous y serez? Est-ce que lorsque nous viendrons, nous allons vous trouver pour suivre de plus près ce que vous faites? Bien sûr, on y sera ensemble avec d'autres acteurs, avec Ricolto, avec d'autres acteurs de la chaîne, non seulement les ONG d'accompagnement, mais aussi des producteurs comme Alain l'a dit, d'autres opérateurs privés. Et on invite tout le monde à venir à la semaine belge. Ce sera intéressant de découvrir ce qu'on fait sur le café et le cacao en lien avec l'environnement. Mais aussi, je crois qu'il y aura d'autres événements aussi plus larges. Il y aura moyen de découvrir aussi autre chose liée à la Belgique en RDC. Alain, je voudrais tout de même aussi, comme Lise, que tu puisses nous dire un peu pourquoi nous devons venir à cette semaine belge, cette 4e édition. Aussi nous dire quelle sera la particularité de cette édition, au-delà de la filière café et de la filière cacao, qui est mise en lumière. Quoi d'autre? Eh bien, il y aura une grande place à l'entrepreneuriat. Il y a toujours une place aussi à l'entrepreneuriat féminin. Il y aura aussi quelque chose sur les assurances. Il y aura aussi une journée culturelle à Texas Bilébo. Donc il y a un peu pour toutes sortes de publics. Également, ce que je voudrais insister, vous voyez, c'est la présence d'ONG qui travaillent sur les mêmes matières pendant 15-20 ans. Vous voyez, on parle de café et cacao, ce ne sont pas des ONG qui travaillent un an ou deux et puis qui s'en vont. Donc je crois que ça c'est important de voir que si on doit drainer des moyens et si on veut faire une information au public, on va le faire avec des professionnels qui sont là depuis 15-20 ans et qui croient que c'est l'avenir du Congo pour les 10, 15, 30 prochaines années. Et c'est un facteur d'espoir. Nous souhaitons que les gens qui viennent à la semaine belge constatent qu'il y a des savoir-faire belgo-congolais qui se croisent, qui s'interpénètrent, qui se complètent, qui se dynamisent et que ça donne des perspectives de mise à échelle et que ça donne de l'espoir de développement économique pour des zones défavorisées ou d'une manière plus générale. Vous savez, on parle beaucoup du conflit à l'Est. On ne dit pas assez que les productions de café, cacao, palmier à huile ont augmenté de 200 ou 300% ces 5 dernières années. Or, c'est une vérité, en dépit de la guerre, vous voyez. Donc, parmi les mauvaises nouvelles, il y a toujours des bonnes nouvelles dans notre pays. Ouais, ça c'est vrai. Parmi les mauvaises nouvelles, il y a toujours des bonnes nouvelles. Ah, ça c'est une très bonne... c'est une très bonne expression que vous avez utilisée. Sinon, je voudrais d'abord vous remercier tous pour avoir accepté mon invitation. Ça n'a pas été facile. C'est vrai, je sais que vous avez des agendas assez chargés, mais vous avez accepté quand même de venir discuter avec nous, partager avec nos téléspectateurs sur cette filière qui est en train de monter, qui fait vraiment son ascension dans notre pays. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est par ici donc que nous mettons un point final à cette édition. Comme vous l'avez remarqué, les cafés et les cacaos étaient donc à l'honneur durant ces échanges. Vous avez appris beaucoup de choses sur ce qui est fait sur le terrain. Vous avez appris beaucoup de choses sur la manière dont ces deux filières sont en train de changer les quotidiens des Congolais. Alors, nous vous fixons rendez-vous le samedi prochain avec de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.